Sur ce, on va spoiler. Le vernissage, l'exposition, tout ça, il nous dit tout le temps que c'était la dernière bonne soirée que j'ai passée, c'est le dernier moment où j'ai vu ma fille vivante, c'est la dernière toile que j'ai peinte. On comprend que ça va bientôt chier. Comme je vous dis, ça c'est vers le chapitre 40. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que Elizabeth Eastlake meurt. Après avoir essayé de faire des révélations sur qu'est-ce qui se passait sur l'île, elle meurt en mode elle saigne du nez, elle saigne des oreilles, elle fait un AVC, mais elle fait un AVC un peu spectaculaire où on sent bien qu'il y a quelque chose de surnaturel là-dessous. Quand Wireman et Fremantle rentrent chez eux, alors qu'il y a toute la famille de Fremantle qui est encore à l'hôtel. Ils rentrent chez lui, et en fait, il y a les jumelles qui ont écrit « Où notre sœur ?» avec de la peinture rouge sur une toile vide, et il y a des traces de pas et du sable et de l'eau, etc. dans toute sa maison. Il y avait déjà eu des manifestations surnaturelles avant, il avait vu les jumelles apparaître un soir où il avait peint un tableau, mais bon, après, il avait réussi à se dire qu'il avait peut-être halluciné. Là, on est un peu sûr que c'est vrai, il y a Jack et Wireman qui le voient aussi, et qui sont tous flippés, et donc ils l'ont rappelé en lui disant de venir chez lui. Et ils ont été chercher le panier rouge de Elizabeth Eastlake qui du coup était dans son grenier et qu'elle leur disait d'aller chercher depuis quasiment l'arrivée de Fremantle, mais ils l'avaient pas pris en compte parce qu'ils pensaient qu'elle déconnait à cause d'Alzheimer, parce que ça lui paraissait pas spécialement cohérent qu'on lui dise va chercher le panier rouge dans le grenier alors qu'il venait d'arriver et qu'elle le connaissait pas et tout. Sauf qu'en fait voilà, elle avait bien percuté qu'il était le prochain, entre guillemets, parce que l'entité surnaturelle contrôle donc les artistes qui ont des pouvoirs de réaliser ce qu'ils peignent. C'était le pouvoir qu'avait Elisabeth et c'est le pouvoir qu'a aussi Edgar. Donc cette entité essaye de prendre le contrôle d'eux et de se servir d'eux pour faire des dégâts. On sait pas exactement ce qu'elle veut, encore une fois, mais potentiellement juste tuer des gens pour emporter des âmes sur son bateau des morts. Le bateau donc il peint où c'est écrit Perse, c'est le bateau des morts. Donc elle a déjà emporté la moitié de la famille d'Elisabeth, très concrètement. Ça s'était arrêté parce qu'Elisabeth a réussi à l'arrêter, mais la table fuit, c'est ce que lui dit plusieurs fois Elisabeth, mais encore une fois il croit que c'est une phrase qui n'a aucun sens de la part d'une dame qui a Alzheimer, mais en fait la phrase a un sens, elle le redit quand elle est sur le point de mourir, et donc ils finissent par se dire que ça doit avoir un sens même s'ils comprennent pas lequel, et que c'est parce que la table fuit que l'entité surnaturelle est en train de réattaquer, et donc il faut faire quelque chose contre ça, quoi que ça puisse vouloir dire. Donc il sait qu'il va devoir aller sur la pointe sud de l'île où il y a l'ancienne maison d'Elizabeth Eastlake, parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les infos, c'est là-bas qu'il y a ce qui leur permettra de l'arrêter. Sauf que du coup l'entité surnaturelle, qui s'appelle donc Perse, on va l'appeler Perse, parce que c'est chiant de l'appeler l'entité surnaturelle, Perse a évidemment pas envie d'être arrêtée, donc elle va menacer ses proches, et pour ça, tous ces tableaux qui ont été créés sous l'influence de Perse peuvent potentiellement être dangereux. Donc tous les gens qui ont acheté des tableaux, sachant qu'on sort du vernissage, donc là où il a vendu tous ces tableaux, sont menacés. Et donc il appelle direct sa femme en lui disant est-ce qu'il y a des gens de la famille qui ont acheté des tableaux et tout. Elle fait non, ou alors il y en a qui en ont acheté mais ils les ont pas encore emmenés avec eux, t'inquiète. Donc il est en mode ouf, tout va bien. Sauf que une chose à laquelle il ne pense pas à ce moment-là, c'est que en fait Ilse, elle avait déjà un dessin de lui parce qu'il lui avait donné la première fois qu'elle était venue lui rendre visite sur l'île, et dessin qu'il avait fait justement en rentrant de la pointe sud de l'île et en se concentrant sur qu'est-ce qui va arriver de mal à Ilse, parce qu'il avait un mauvais pressentiment la concernant. Lui, il pensait que c'était à cause de son petit copain, et il avait pris une photo où elle était avec son petit copain, donc il s'était focalisé là-dessus, alors qu'en fait ça n'avait rien à voir, c'était en rapport avec l'entité surnaturelle de son île, et donc en lui donnant le dessin, il a donné pas le bâton pour se faire battre, mais le dessin pour se faire tuer. Il s'est menacé, mais avant ça, on va apprendre que Kamen, le psy, super sympa, etc., est mort d'une crise cardiaque alors qu'il avait un dessin qu'il venait d'acheter sur lui aussi pendant le trajet du retour. Pam ne l'avait pas signalé parce que c'est pas un membre de la famille, c'était un membre du cercle un peu plus éloigné, des amis quoi. Bon, il est mort. Et ensuite, il y a Tom Ridley, je crois qu'il s'appelle, qui est un mec qui était un des amants de Pam, qui avait voulu se suicider. Bon, ça évidemment je trouve ça très discutable, moi qui pense qu'on devrait tous avoir le droit de se suicider et que c'est horrible de vouloir nous forcer à vivre. Il demande à Pam de lui faire un chantage en lui disant je vais dire à toute ta famille que t'as envie de te suicider si tu ne me promets pas que tu vas reprendre tes antidépresseurs, que tu vas retourner voir ton psy, que tu vas essayer de sortir de ta mauvaise passe et tout. Moi je vais dire à toute ta famille que t'es suicidaire, et si tu te suicides, de toute façon je dirai à tout le monde que tu l'as fait, parce que lui en gros il voulait se suicider mais faire passer ça pour un accident pour pas blesser ses enfants, sa famille et tout. Et donc elle le menace comme ça,
ça, et donc lui il l'insulte, etc. Mais après coup, il l'a remercié en lui disant ouais, tu m'as sauvé la vie. Évidemment, je trouve ça très douteux moralement et je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, tant mieux si pour lui ça a marché. En tout cas, ce pauvre mec du coup qui aurait dû aller mieux, comme le dira Edgar Fremantle, qui sera du coup bien dégoûté. Perse a essayé de prendre le contrôle de lui pour le faire aller buter Pam, je crois. Et lui, il s'est scratché sur la route, il a accéléré, il s'est planté dans un poteau ou je sais plus quoi, ou dans un mur je crois, pour éviter d'aller la tuer parce qu'il sentait qu'il était contrôlé par une entité surnaturelle et qu'il a réussi à faire ça pour éviter de faire du mal, quoi. Donc il est mort, donc on espère que ça va s'arrêter là, mais Edgar commence un peu à flipper et il appelle le mec de l'exposition en lui disant faites en sorte que les tableaux ne bougent pas, gelez toutes les ventes et tout, donc évidemment le mec n'est pas content. Mais voilà, pour éviter qu'il y ait d'autres gens qui deviennent flippants ou menaçants, on pense que c'est réglé. Il appelle Hills parce qu'il se rappelle qu'il y a le dessin qui est chez elle. Il lui dit brûle-le. Elle est dans un état second où elle voulait se suicider parce que le Perse lui a fait croire que son père était mort. Il lui a fait croire qu'il s'était suicidé suite au suicide de son ami Tom, justement. Donc elle était en train de songer éventuellement à se suicider tout en ayant l'air super shooté et super bizarre. Ce passage, j'ai trouvé pas ouf parce que régler un problème comme ça au téléphone, alors peut-être qu'on peut dire que ça contribue à l'angoisse et tout, mais le côté où il lui dit t'es où, tu fais quoi, qu'est-ce qui se passe, le fait qu'elle ait l'air endormie, je trouve ça stylé, mais j'aurais trouvé ça plus stylé face à face. Le côté où on règle ça au téléphone et elle arrive quand même à se reprendre, il arrive à lui faire comprendre qu'il est, parce qu'au début elle lui dit non, tu dois être elle, t'es une illusion, t'es pas mon papa, machin. Donc ce passage un peu flippant, un peu horrible, c'était bien, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé le fait de faire ça au téléphone et d'être avec le côté qu'est-ce que tu fais, décris-moi ce que tu fais, mets le dessin dans le four, voilà. Puis le fait que le dessin la morde, mais que sinon elle le met dans le poêle, elle le brûle et c'est réglé, je trouvais ça assez décevant. Le dessin flippant, t'arrives quand même à les brûler, à reprendre le contrôle de toi-même et tout. Je sais pas, je trouve ça un peu triste, un peu décevant, un peu pauvre, mais soit. Comme je vous dis, j'ai pas trop aimé ce passage, mais je dis pas que je l'ai vraiment détesté non plus, hein, c'est juste que j'ai pas trouvé ça ouf. Ensuite, donc on pense que Hill s'est sauvé, ils vont se coucher, Wireman et Edgar Fremantle. Donc avant ça, il y a un passage où Edgar Fremantle rentre chez lui, et où en fait chez lui, il y a un espèce de mec mort qui l'attend, et qui lui met une menotte et qui lui dit allez, il est temps de partir, allez tu me rejoins sur le bateau, sur le Perse, etc. T'es censé venir avec moi. Et lui il sent qu'il est un peu aussi dans une espèce de confusion et tout. Heureusement il y a Wireman qui débarque, qui attaque le mec mort avec un chandelier en argent, ça le brûle et le mec disparaît. Cette scène, elle était, je l'ai trouvée vachement bien. Le gars qui allume sa lumière et qui voit un mec mort dans sa maison, le mec mort qui se déplace de manière rapide et qui fait flipper dans ses déplacements parce qu'on sent que c'est surnaturel justement, il marche pas, il avancera très rapidement du point A au point B, qui lui met la menotte et tout en lui disant allez on est parti. Enfin même la description du mec avec les orbites vides et une pièce d'argent dans un orbite et tout ça, j'ai trouvé ça super stylé. Même la manière dont Wireman arrive, et on pense un peu peut-être qu'il s'enfuit, mais en fait il est parti pour chercher un chandelier, il revient pour le foutre dans la tête de la créature, et qu'ensuite la créature disparaît. Bon, je trouve ça toujours un peu décevant qu'il suffise de balancer des trucs en argent dans les choses pour qu'elles disparaissent. J'aurais préféré que ça se règle d'une manière plus intéressante. En fait, je trouve que souvent dans les livres de Stephen King, ce qui me déçoit à la fin, c'est que les entités surnaturelles, elles ont l'air complètement ouf, mais il suffit de leur taper dessus avec le bon matériau et c'est bon, c'est réglé. Je préférais qu'il y ait plus d'affrontements psychologiques, que la méthode à trouver pour les battre soit plus inventive, plus psychologique aussi, je suppose. Vraiment, le côté, c'est la violence physique qui règle tout. Voilà, genre on tire des balles d'argent, ou on balance un chandelier en argent, ou des bracelets d'argent, ou tous ces trucs en argent. Mais peu importe ce que soit l'argent ou une autre matière, hein, mais c'est le côté où il faut juste trouver la bonne matière, et puis pouf, c'est réglé, qui me plaît pas. C'est mon point de vue, hein, vous en faites ce que vous voulez. Ils se sont débarrassés du mec mort. Ensuite, il a compris que ce mec était Emery, le mari de Adriana, la plus grande sœur d'Elisabeth. Et il se doute que si Emery s'est retrouvé noyé et est devenu un agent de Perse, c'est certainement qu'Adriana n'a pas très bien fini, elle non plus. Tout ça, on va l'apprendre quand Edgar va avoir des flashbacks avec les dessins d'Elisabeth. Mais donc, par rapport à Hills, ce qui se passe, c'est que ils pensent l'avoir sauvé, ils vont se coucher, mais en fait, quand ils se réveillent le matin, Edgar a un message sur son répondeur qui lui dit que Hills s'est quand même fait tuer parce qu'elle a été tuée par Marie Aya ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai jamais trop compris comment le mec prononçait le nom. On va l'appeler Marie ou Maria, je sais même pas. En fait. Je sais même pas où s'arrête son prénom et son nom. Il disait Marie Aya.
En tout cas, cette meuf-là, qui était une critique d'art, une espèce de journaliste qui avait interviewé Edgar Fremantle, et qui était assez âgée, qui avait parlé avec lui et qui lui avait sorti aussi des révélations sur l'île, qui l'avait bien aidé, qui était très sympa et tout, et du coup, elle a acheté un de ses dessins, parce qu'elle était riche d'ailleurs, et bah malheureusement, ils y ont pas réfléchi, parce que très clairement, ils l'ont oublié. Elle a emporté un dessin et pas une peinture, donc c'est plus petit, ça se remarque moins, c'était pas une personne proche, donc ils y ont pas réfléchi, et donc elle est partie sur la route en voiture, donc elle a pas pris l'avion, parce que si elle avait pris l'avion avec une arme à feu ou quoi, ce serait peut-être fait arrêter. Elle a fait tout le trajet en voiture, c'est pour ça aussi qu'elle est arrivée très longtemps après, et que du coup il a cru qu'il avait sauvé Ilse. Elle l'a assommé avec une arme à feu, elle l'a noyé dans sa baignoire en lui mettant des sachets de sel dans la baignoire, parce que évidemment le pouvoir de Perse c'est lié à la mer, donc il fallait la noyer dans l'eau salée pour qu'elle ait... pour donner son âme à Perse, quoi. Voilà ce qu'elle a fait, et donc forcément Edgar Fremantle est bien énervé, et maintenant il est remonté, il a décidé qu'il allait péter la gueule à Perse, et donc ils vont partir sur la pointe sud de l'île pour faire ça. Alors, en soi, aller sur la pointe sud de l'île pour régler l'affaire, passer le passage où Ilse avait été malade la première fois, où ils ont des mauvaises ondes très clairement, avec plein de végétation, des animaux bizarres, déformés et tout, ça j'ai trouvé ça super cool, mais après quand ils arrivent là-bas, bon si, la maison toute défoncée, toute vieille, qui se casse la gueule avec les insectes morts, les chauves-souris, l'alligator, tout ça j'ai trouvé ça très bien en fait. Mais encore une fois, je vous dis, le truc c'est que c'est trop rapide, je crois vraiment c'est ça. Le problème c'est cette impression que il suffit de trouver l'entité surnaturelle et de lui taper dessus pour tout régler, alors que bah voilà, c'est une entité surnaturelle, moi j'espère vraiment toujours quelque chose de plus subtil, je crois. Donc là ils vont là-bas, et il faut la trouver, elle est dans une citerne, en fait la table c'était un tonneau de whisky, parce que le père apparemment de Elisabeth revendait ou était un relais dans un truc de whisky de contrebande, et donc ils avaient rempli ce truc là d'eau douce, parce que ce qui neutralise les pouvoirs de Perse c'est l'eau douce, donc ils avaient rempli le tonneau de whisky d'eau douce et ils ont mis ça dans une citerne où il y a aussi les cadavres de Adriana et Nanmelda, qui est la nounou de Elisabeth, qui est la personne qui a largement contribué à neutraliser Perse, et qui est un peu l'héroïne de la première saison, on va dire, du combat contre Perse. Enfin, l'héroïne, c'est plus Elisabeth, mais c'est celle qui en a le plus fait, c'est l'adulte qui avait le plus compris de choses, etc. Donc c'est la nounou noire qui a les bonnes intuitions, les bonnes références, et qui croyait aussi en Dieu, donc Dieu l'a aidée un peu. Elle a senti qu'il fallait qu'elle mette ses bracelets en argent, elle a frappé les entités surnaturelles avec les bracelets en argent et tout, donc voilà. Malheureusement, elle s'est fait buter par le père d'Elisabeth, qui était très certainement influencé par Perse, parce qu'il a buté sa fille et elle, alors que c'était personne qui était pour rien. Mais voilà, il était dévasté par son chagrin d'avoir perdu ses deux jumelles, parce que les deux jumelles avaient été noyées en étant aussi attirées dans l'eau par Perse. Tout ce petit monde-là de cadavres et de poupées, puisque Perse est dans une poupée. Je sais pas si on peut dire qu'elle est la poupée, mais en tout cas, l'objet qui la matérialise, c'est une poupée. Poupée qui avait été sortie de l'eau par le père donc d'Elisabeth, qui l'avait trouvée grâce aux prémonitions justement un peu d'Elisabeth, qui était influencée par Perse, donc qui lui avait dit où chercher pour la trouver, pour la sortir de l'eau, pour augmenter son influence. Voilà, elle a été mise dans ce tonneau de whisky qui a été percé par le temps, voilà, la dégradation, tout ça. On sait pas si c'est Perse qui l'a percé elle-même, ou si c'est juste le temps. En tout cas, le tonneau est percé, point. Ils vont devoir aller là-bas, donc Edgar va aller dans le trou. Le côté enquête pour arriver jusqu'ici était génial. Et en fait, quand on arrive là, Edgar, il arrive donc dans le truc, il sort la poupée, il la fout dans la torche. Bon, c'était intelligent de la mettre dans la torche, parce qu'ils avaient vraiment pas de contenant sur eux, et donc il vide une bouteille de minéral dans la torche. Mais tout ce moment, ça avait rien d'épique, quoi. C'était vachement comme, je sais pas, aller réparer la chaudière. C'était très tristement matériel et technique. Alors peut-être que Stephen King est quelqu'un qui veut montrer justement que, même si les entités surnaturelles sont super flippantes, en fait, elles ont des fonctionnements mécaniques simples, et si on les comprend et qu'on les connaît, on peut leur péter la gueule comme à n'importe quoi. Un peu démystifier les entités surnaturelles. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Parce que justement, moi, si j'aime les entités surnaturelles, c'est parce que je trouve que c'est plus puissant. Si ça fait rêver, c'est justement parce que c'est abstrait du truc matériel. Donc moi, le fait de les ramener à un truc comme ça, très simple, c'est quelque chose que j'aime pas. Et c'est souvent, je pense, qui fera que les fins des livres de Stephen King me déçoivent. Je vous avais dit dans la fin du Fléau, j'ai pas aimé le fait que tout soit réglé avec une bombe atomique. Je pense que ça, c'est un des seuls qui m'a satisfait à ce niveau, parce que le combat contre l'entité surnaturelle, il était aussi spirituel. Mais sinon, dans la plupart des bouquins, c'est des trucs comme ça concrets. Là, voilà, Perse, il faut la foutre dans l'eau, et en fait, il la met dans sa poche quand il est en train d'essayer de verser l'eau et tout, et quand elle est dans sa poche, elle le mord en essayant d'atteindre son
cœur. Alors c'est à la fois un peu horrible et un peu flippant, mais en même temps je trouve ça terriblement triste qu'une entité surnaturelle hyper puissante qui a pu influencer les gens à des kilomètres et des kilomètres en soit réduite à être une petite poupée qui mord la poitrine d'un mec pour essayer de le tuer. Putain, tu peux pas l'influencer psychologiquement, lui mettre de la confusion mentale et tout, enfin non, voilà, t'en es là. Alors après, peut-être que le mec était un peu immunisé contre elle parce que, justement, avec ses pouvoirs et tout, il était moins sensible que les autres à son influence, ou en tout cas, il avait plus de pouvoir pour y résister. Bon, ok, mais c'est pas très clair tout ça, et donc je trouve ça assez triste. Voilà, le côté où on la met dans la torche, on ferme la torche, et il y a tout un passage où il faut chercher le couvercle de la torche pour la refermer, parce que sinon il risque de la renverser, il sent plus sa main. Alors d'un côté c'est bien, parce que c'est pas une fois qu'on l'a mis là-dedans que tout est terminé, et c'est bien, je trouve, que de décrire dans le détail les petits détails à la con qui peuvent tout changer, et de faire sentir le côté très concret, très matériel, c'est vraiment la principale qualité de l'écriture de Stephen King, et je lui enlève pas ça. Le fait de décrire justement le gars qui sent plus sa main et qui a l'impression qu'il se dit la torche, si je veux la redresser, mais qu'en voulant la redresser, je la renverse. Si je fais ça, il y aura tout à recommencer, Perse va repoper, et là, elle va tous nous tuer, parce que très clairement, la nuit, elle est toute puissante. Alors, ils sont arrivés jusqu'ici quand il faisait jour, mais maintenant il fait nuit, donc il n'y a pas intérêt à se louper sur ce côté-là. Ils n'ont pas d'autres bouteilles d'eau minérale, donc s'ils renversent, c'est foutu. La question, c'est pourquoi l'eau douce neutralise Perse, on sait pas. Pourquoi l'argent neutralise les morts vivants, on sait pas. Tout ça, on sait pas, ça sort un peu de derrière les fagots, c'est des trucs découverts un peu par sérendipité, ça marche, ok. Je sais pas, moi ça me déçoit, le côté trop simpliste de dire, ouais, c'était une entité liée à la mer, donc l'eau douce la neutralise. C'est à la fois bien vu, mais en même temps, ça sort de nulle part, donc voilà, j'aime pas trop ça. Après, par contre, la fin, le retour chez lui, où il faut qu'il affronte Hills, parce que Hills va revenir aussi en entité surnaturelle, vu qu'elle a été tuée par noyade, et vu que lui-même l'a dessinée sur le sable, malheureusement, en voulant tenter de la faire revenir, parce que quand t'as un pouvoir de peinture qui matérialise les choses que tu peins et qui influence la réalité, c'est assez logique de vouloir faire de la transmutation humaine. Hein. Donc il a essayé, mais comme dans Full Metal, ça n'a pas donné des trucs très cool. Une Hills qui était faite de sable, et dans mon cauchemar que je vous disais, voilà, que je vous dirais en spoil, c'est ça, c'était un espèce de zombie fait de sable qui était à côté de mon lit et qui me prenait la main, et je sentais ses mains qui tombaient en sable un peu, mais en même temps qui me tenaient bien et tout, et il disait juste un peu de terre, et je me disais, voilà, je me suis réveillée en flippant et en ayant la phrase qui tournait en boucle dans ma tête, et en fin de compte c'est assez cohérent, parce que du coup justement la scène finale avec Hills, où il voit qu'elle est faite de sable, il lui dit vas-y rapproche-toi pour que je t'embrasse et tout, et il lui dit ça pour pas qu'elle se méfie, parce qu'il sait qu'il y a probablement un reste de Perse ou de quelque chose qui vient d'elle, qu'il voit à travers ça, et parce qu'il se doute que c'est pas sa fille, et aussi parce qu'il sait que quand il la verra de près, il verra mieux que c'est pas sa fille. Parce que de loin, c'est difficile. Enfin, voilà, il aimerait tellement qu'elle soit en vie qu'il a tendance à vouloir y croire, et donc il essaye de faire en sorte à la fois de contrer ses propres biais, et en même temps, de trouver la force de la taper. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que justement, c'est dur de faire du mal même à quelque chose qui ressemble seulement à quelqu'un que vous aimez, si vous avez perdu définitivement cette personne et tout. C'est quelque chose qui était déjà évoqué justement dans Cimetière, et je parlerai sûrement un jour de Cimetière. Mais ça j'ai trouvé ça bien, beau, stylé, tout ce qu'on veut, et cette scène, elle est assez marquante. Donc celle-là, elle est bien. C'est peut-être bien de l'avoir mis après, parce qu'elle est mieux que le combat contre Perse, mais le combat contre Perse, je trouve qu'il était pas à la hauteur. Ah oui, et Perse lui fait des propositions. Évidemment, elle lui dit oui, arrêtez d'avancer, retournez en arrière et je vous laisserai vivre. Bon, évidemment, on n'y croit pas une seconde, donc encore une fois, c'est dommage, parce que moi, j'aimerais bien, tu vois, vous voyez, de temps en temps, je deviens trop familier, remettez-moi à ma place. De temps en temps, j'aimerais bien qu'il y ait des entités surnaturelles où on ait vraiment envie d'y croire et de leur faire confiance. La Perse, on la croit pas une seule seconde, donc c'est pas très intéressant, et c'était un peu pareil avec ça, pour le coup. C'est probablement parce que justement, c'est la même chose qu'avec ça, que je trouve que c'est pas super intéressant, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça, et puis ces entités surnaturelles disent toutes un peu la même chose, donc elle leur dit repartez, et je vous laisserai vivre. Alors, on n'y croit pas. Ensuite, elle dit arrête, sinon je te tue. Bon, ça... c'est pareil, on n'y croit pas, mais ça c'est un peu ce que n'importe qui aurait dit, donc pourquoi pas. Mais ensuite, quand il est vraiment sur le point de la neutraliser, elle lui dit non mais laisse tomber tout ça, allez tu me mets dans ta poche et on ressort d'ici ensemble, et t'en as rien à foutre de tes deux potes, de toute façon c'est que du personnel, je peux faire de toi l'artiste le plus connu de ton temps, tu seras aux côtés de Goya, de Dali et tout, tu seras le plus grand artiste, et puis tu pourras vivre longtemps, très longtemps. Alors oui, la proposition d'être artiste, c'est un truc propre à Steve, mais le côté tu vivras longtemps, très longtemps, je crois que c'est la même phrase mot pour mot dans ça, et je suis à peu près persuadée de l'avoir vu dans un ou deux autres. Toutes les entités surnaturelles proposent aux gens de vivre longtemps. Ce qui est bien, c'est que longtemps, c'est pas éternellement. Et donc tu te dis, ouais, il y a embrouille.
Il y a clairement embrouille, et en plus tu sais très bien que tu peux pas les croire, et c'est ça qui est peut-être un peu dommage. Heureusement qu'il y a peut-être genre la tempête du siècle où ça se passe un peu différemment, et où pour une fois c'est un peu entre guillemets les méchants qui gagnent, bon voilà, spoiler imprévu de la tempête du siècle, mais sinon c'est presque toujours la même chose, et les gens refusent toujours cette proposition et ce genre de proposition, alors que ce serait très intéressant de savoir ce que ça aurait donné s'ils les avaient acceptés. Ce moment me donne une espèce de côté déception, amertume. Ce combat final contre Perse, moyen. Après, contre Hills, j'ai bien aimé. Et la toute fin, avec le moment où ils se séparent, où Wireman lui dit « Ben, tu vas devoir te trouver une troisième vie. La deuxième a aussi raté. Bon, bah voilà, essaye de t'en trouver une troisième. » Et où il part. On sait pas vers quoi il part, mais on sait qu'il sera plus artiste. Parce qu'il trouve que c'est trop de responsabilité d'influencer le monde avec ses œuvres. Alors, évidemment, je trouve ça hyper triste et hyper dommage. Et moi, jamais de la vie, j'aurais arrêté de peindre si j'étais dans son cas. Et je pense que quasiment tout le monde se dirait ça. Même si, bon, voilà, je voulais pas être vraiment dit, mais il y a un moment où il a tué quelqu'un avec sa peinture. Alors, bah oui, mais c'était un connard, et peu importe, hein, j'ai envie de vous dire, on peut pas trop lui en vouloir pour ça, donc ouais, il se dit, c'est sûr que si à un moment, dans un accès de colère, il se contrôle pas et il tue quelqu'un qu'il devrait pas tuer, ouais, mais bon, t'as qu'à plutôt contrôler ta colère, je sais pas. Avoir un truc comme ça et y renoncer, je trouve ça complètement dingue, moi je l'envisagerais même pas, quoi. Donc bon, mais lui, il a conscience que c'est complètement dingue et il le fait parce que c'est un héros. Et en fait, après, à la toute fin, on a pareil le au revoir avec Wireman. J'étais déjà avec les larmes aux yeux dans le au revoir. Et en plus, Stephen King aime bien aussi nous faire ça, qui nous dit oui, on pense toujours qu'on a le temps, mais en fait, je pensais que j'irais le voir au Mexique et tout, mais en fin de compte, bah, je l'ai pas revu parce qu'il est mort d'une crise cardiaque 2 mois plus tard. Tout le livre, oui, c'est ça, il y a un truc qu'il a dit plein de fois, c'est Dieu nous punit pour ce qu'on n'est pas capable d'imaginer. Je crois que c'est une phrase où c'est Wireman qui disait ça, et il le dit très régulièrement. Et je trouve ça à la fois très flippant, très beau, et très faux, et très dangereux. Enfin, c'est quelque chose, encore une fois, d'irréfutable. Et si vous pensez que Dieu vous punit à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de négatif parce que vous l'aviez pas imaginé avant, enfin, pensez qu'on vous punit, ça peut faire de l'autoflagellation et vous empêcher d'aller mieux, etc. Je pense pas que ce soit positif de penser qu'on nous punit. Donc je suis pas pour qu'on croie à cette phrase, même si je la trouve extrêmement stylée, de la manière dont elle est amenée, dont elle revient, et dans le contexte où elle arrive, etc. À chaque fois, on la prend comme une baffe en pleine gueule, très clairement, et c'est quelque chose qu'on peut ressentir, et émotionnellement, on comprend très bien, et c'est vraiment horrible et classe. Évitez de penser qu'on vous punit très clairement parce que vous pouvez toujours tout interpréter comme ça. Personne ne peut tout imaginer et il vous arrivera forcément dans la vie des trucs que vous aviez pas imaginés. Je pense qu'au contraire, il faudrait se dire que si vous avez envie de croire en Dieu, dites-vous que Dieu vous enseigne des choses, pas qu'il vous punit, et que ça vous enrichit, ça vous rend meilleur. Moi, c'est vraiment une chose que, même en étant croyante ou quoi, enfin en n'étant pas anti-Dieu, c'est une chose auquel je croyais avant, et c'est ce que je me dis qui est le plus logique, entre guillemets, que justement si on... Enfin, l'intérêt de prendre cher, c'est justement d'apprendre la compassion, l'empathie. Ah voilà, après, c'est à nous de faire en sorte que ce qui tue pas rend plus fort. Si on n'y arrive pas, ben... Il faudra éviter d'avoir envie de foutre une baffe à Nietzsche ou à quelqu'un d'autre. Enfin, ça, je dis ça parce que je suis un peu partiale, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est parce que cette phrase... Enfin, j'ai réussi à y croire à des moments, j'ai plus réussi à y croire à d'autres, et ça m'a mis en colère, et voilà, j'ai vécu beaucoup d'ascenseurs émotionnels avec cette phrase. Mais je pense que... De toute façon, je le savais même à l'époque que c'était à nous de faire en sorte que ça soit vrai, hein. C'est pas une réalité objective. La phrase de Booba, ce qui ne tue pas rend plus fort ou handicapé, elle est encore plus vraie, hein, d'un point de vue littéral. Mais c'est aussi, dans une certaine mesure, nous qui construisons notre réalité, et ça nous invite à essayer de nous remettre de nos blessures, et je pense que si on peut, il faut essayer. Si on peut pas, il faut pas s'en vouloir, parce que... Il y a des choses physiques contre lesquelles on peut rien. Non, il n'y a pas de libre arbitre. Non, l'esprit n'est pas tout puissant sur la matière ou quoi que ce soit. Votre cerveau, c'est un truc mécanique. Il y a des hormones, il y a des connexions, il y a des trucs physiques que si on vous diffuse certaines hormones, vous allez être dépressif. Peu importe si vous faites des efforts pour essayer d'aller bien. Voilà, je parle en connaissance de cause parce que c'est ce que je vis. Et si vous prenez, à mon avis, cher, pareil, des coups sur la tête, vous pouvez perdre des capacités du langage ou motrices ou avoir des sauts d'humeur ou de la colère, alors qu'avant vous étiez pas comme ça, parce que il y a une partie de votre cerveau qui a été endommagée. Et ne vous détestez pas pour ça, essayez de vous réapprendre vous-même comme on apprend l'équilibre sur le vélo quand on est enfant. Je sais que c'est horrible, je sais que c'est dégradant d'avoir conscience à quel point on est juste un petit bout de matière de merde, mais on est obligé. La seule chose qu'on peut faire pour aider les gens à ce que ce soit moins horrible, même si ça restera horrible malgré tout, c'est justement avoir de l'indulgence. Donc
ayez de l'indulgence, apprenez l'indulgence, s'il vous plaît. Essayez vraiment de pas attendre que la vie vous mette cher pour apprendre l'indulgence, même si je sais pas si c'est possible. Moi, très clairement, je vous l'ai dit, ce livre, je l'ai pas compris quand j'avais 23 ans. Tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je l'aurais pas compris quand j'avais 23 ans et je le sais très bien. Donc je suis désolée s'il y a besoin de mettre cher aux gens pour qu'ils apprennent l'empathie. Ça me plaît pas. Parce qu'après, forcément, on va souhaiter que les gens prennent cher pour qu'ils nous comprennent. Et vous pouvez pas nous en vouloir de le souhaiter s'ils sont pas capables de comprendre autrement. Mais nos souhaits non plus n'influencent pas le monde, donc ne vous en voulez pas non plus si vous avez ce genre de pensée du moment que vous faites rien de concret. Et le fait de vous défouler dans votre tête, si ça vous permet de ne pas vous défouler dans votre vie, moi c'est quelque chose auquel j'ai toujours cru là aussi. Voilà, ne culpabilisez pas pour ça, ne croyez pas que vos pensées négatives influencent le monde, bordel de merde. Arrêtez de culpabiliser les gens pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'était un message qui s'éloigne un peu du propos du livre mais que j'avais envie de passer. Ce livre est vraiment extrêmement cool et horrible à la fois. Très intéressant, encore une fois très profond, et c'est vraiment ce que j'adore chez King. Les gens disent toujours Stephen King, maître de l'horreur, maître de la terreur, etc. Mais moi, ce livre me fait pas spécialement peur. Alors après, bon, voilà, j'ai quand même fait un cauchemar lié à ça, donc oui, un petit peu. Mais c'est plus de l'angoisse que de la terreur déjà, et c'est surtout psychologiquement qu'il est super intéressant. Il arrive toujours à décrire les choses avec un côté extrêmement impudique, mais qui montre qu'il y a de l'amour dans le fond. Alors à un moment il a dit, le panier rouge donc d'Elisabeth, qui était dans le grenier, avec ses dessins qu'elle a cachés pour pas terrifier le monde, etc., parce qu'elle avait dessiné des choses horribles quand elle était toute petite, il dit, on a tous le nôtre. Évidemment j'ai très envie dans ces moments-là de lui demander si lui aussi il a le sien, et s'il y a des livres qu'il a jamais publiés parce qu'ils étaient trop négatifs. Très clairement, j'en reparlerai quand on parlera de Cimetière un jour. D'après ce que je sais, Cimetière il voulait pas le publier, et ça a été publié quand même, donc... Moi, c'est en partie le fait qu'il ait publié des livres comme Cimetière qui m'a fait penser que je pouvais lui faire confiance et qu'il partageait ses pensées positives comme ses pensées négatives, même si on pourrait aussi se dire, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui est capable de publier quelque chose d'aussi horrible que Cimetière ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une limite floue, même dans l'art, entre l'art, l'apprentissage, etc., où on essaye de nous apprendre quelque chose, de nous aider à avancer, et la maltraitance pure et simple. Je pense que Cimetière, on était vraiment sur la limite, et je suis contente de savoir que lui au départ il voulait pas le publier et que c'est d'autres gens qui lui ont dit mais si, publie-le parce que c'est utile. Ce genre de choses, c'est normal de pas vouloir le publier. Voilà, ça me rassure émotionnellement vis-à-vis de lui. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit, en tout cas je le redis là. Stephen King, c'est pas que le maître de l'horreur ou de la terreur, et moi je trouve que c'est pas forcément sa plus grande qualité, même si c'est celle que tout le monde lui connaît. Pour moi, sa meilleure qualité, c'est de décrire sans aucune pudeur les aspects que les gens, sur lesquels les gens ont envie de faire l'autruche. Toutes les choses, entre guillemets, sales, ou impudiques, ou difficiles. Voilà, de parler par exemple, justement pour le coup c'est dans Salem, il y a des choses bien aussi dans Salem, hein, parce que j'ai trouvé moyen, je l'ai pas trouvé nul, de parler de comment une mère peut avoir envie de tuer son bébé ou quoi, parce qu'elle est tellement épuisée par le fait d'avoir son bébé et tout ça. Je trouve que c'est génial d'en parler. Pourquoi toujours mettre la honte aux gens et que les gens se sentent seuls ? On a le droit de parler de ça. Si quelqu'un tue son bébé, je vais dire que c'est pas bien. À part parce que j'aime pas les bébés, mais sinon, je vais dire que c'est pas bien. Mais quelqu'un qui y pense parce que il va vraiment pas bien, mais bien sûr qu'il faut avoir de l'indulgence pour ça. Et en fait, c'est tout le temps comme ça dans les livres de Stephen King. Vous allez tout le temps lire des choses où moi, souvent, je vais penser merci de le dire parce que je me sens tellement seule avec ça. Et je pense qu'il y a énormément de personnages, énormément de choses justement comme ça, impudiques, inhabituelles, etc., où on fouille dans les tréfonds de l'esprit humain des choses difficiles. Et ça vous fera du bien si vous êtes concerné et si vous avez pas assez de retour des gens qui vivent la même chose que vous. Si trop de gens vous disent que pour être heureux, il suffit de volonté, ou il suffit de faire des efforts, ou des conneries comme ça, et que vous avez vraiment l'impression d'être une pauvre merde qui est la seule personne à aller mal, je pense que voilà, lisez-le. Évidemment, c'est sûr que si vous supportez pas... Typiquement dans ce livre-là, si vous avez peur de la mer, des zombies, des choses décomposées, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a pas mal de trucs, je vous dirais, bien sûr, si vous avez des angoisses comme ça et que vous supportez pas les livres qui en parlent, ça va être un peu compliqué. Si vous avez peur de la noyade ou des monstres de l'enfance. Mais je pense que ça vaut la peine d'affronter tout ça, justement, parce que tout ça aussi, de se demander pourquoi ça nous effraie, qu'est-ce que ça matérialise comme angoisse plus profonde, de faire face aux choses... en nous qui sont justement difficiles et auxquels on a du mal à faire face. C'est ça qui est admirable chez Stephen King, c'est que c'est un peu une espèce de thérapie que lui-même il se fait et qui nous invite à faire. C'est ça qu'il y a d'honnête dans ses livres et c'est ça qui fait que je les apprécie. Évidemment, je pense que pour certains, il a dû faire des efforts pour écrire des fins positives et que c'était peut-être pas si évident que ça, et donc pour moi, les fins sonneront peut-être moins justes. Il n'y a pas que les fins qui importent. Si vous êtes capable d'apprécier un livre sans apprécier sa fin,
essayez vraiment de lire du Stephen King. Si vous avez vraiment pas cette possibilité, que vous avez besoin d'aimer l'ensemble d'un truc, et que la fin peut tout vous gâcher, c'est vrai que vous allez avoir des déceptions, je le reconnais. Pour moi, Dumaki, c'est un bon. C'est pas un excellent, mais c'est un bon. Donc lisez-le si c'est pas déjà fait, et si vous aussi vous l'avez oublié, relisez-le. Si vous avez pris cher physiquement depuis et que vous pensez pouvoir avoir plus d'empathie, relisez-le. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!